Principal. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce webinaire Handicap et promotion de la santé. Nous sommes pour l'instant 80 à être connectés, donc il y a encore du monde, je pense, qui va arriver petit à petit. Donc je me présente, moi je suis Julie Bernade. Je suis chargée de projet à Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine et je suis située dans le sud, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Je vais intervenir sur ce webinaire accompagnée de Caroline Remodo, qui est chargée de projet également, mais qui elle est située en Lot-et-Garonne dans le 47. Bonjour à toutes et tous. Nous aurons également comme intervenante ma collègue Sylvie Vergne, qui est responsable à l'antenne Promotion Santé 24 en Dordogne et qui est également référente du projet. Bonjour à toutes et à tous. Et en coulisses, nous avons Laura Roland et David Berthelot qui nous accompagnent également sur ce webinaire, qui travaillent respectivement en Gironde et en Charente-Maritime sur la communication et sur la documentation. Un petit point rapide, si tu veux bien Sylvie, changer de diapo sur le contenu du webinaire. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Il va se dérouler de la manière suivante. Donc, juste après, je vous ferai un petit rappel des modalités pratiques par rapport au son, à l'image, aux questions. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ensuite, Caroline nous fera une présentation des missions de promotion santé Nouvelle-Aquitaine. Sylvie nous présentera la démarche, promotion santé et handicap. Nous avons deux structures qui vont être avec nous aujourd'hui. L'Essor de Mezin dans le Lot-et-Garonne et l'ADIAP de Dius dans le 64, ils vont témoigner de deux projets qu'ils ont réalisés avec l'accompagnement de promotion santé. Et ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses, un quart d'heure à la fin du webinaire de questions-réponses par rapport à toutes ces présentations. Donc, deux modalités pour communiquer avec nous sur ce webinaire. Vous l'avez remarqué, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. C'est normal parce que vous êtes nombreux. Donc, nous avons choisi cette modalité-là. Si vous voulez communiquer avec nous, deux manières de faire. Vous avez le chat. Certains d'entre vous ont déjà commencé à se présenter, à dire bonjour. Donc, c'est super. N'hésitez pas à dire d'où est-ce que vous nous écoutez. Donc, vous avez le chat. Et ensuite, si vous voulez nous poser des questions, donc Laura et David, qui sont en coulisses, traiteront vos questions et nous en ferons part à la fin du webinaire. Vous avez tout en bas de l'écran un petit bandeau sur lequel vous avez le nombre de participants, le chat, lever la main et l'onglet Q et R. Donc, c'est questions et réponses. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité d'écrire votre question. Vous cliquez sur Envoyer et elle sera lue par l'un d'entre nous et on la traitera tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à cet endroit-là. Donc, vos caméras et micros sont désactivés. Le webinaire est enregistré. Donc, nous partagerons ce webinaire sur nos réseaux, YouTube, sur notre site internet. Donc, vous aurez aussi l'occasion de pouvoir le partager avec vos équipes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Et à la fin du webinaire, ne partez pas tout de suite. Nous vous demanderons de remplir un petit sondage, un petit temps d'évaluation rapide pour savoir ben voilà, ce que vous avez pensé du webinaire et aussi aborder les perspectives sur voilà, comment vous souhaitez continuer à travailler sur ce thème-là. Je crois que j'ai tout dit. Oui, mes collègues acquiescent. Alors, je vais laisser la main à Caroline qui va nous faire un petit point sur les missions de promotion santé. Merci, à tout à l'heure. Merci Julie. Donc oui, avant de vous parler spécifiquement de la démarche promotion santé et handicap, un mot sur notre structure et nos missions pour ceux qui nous connaissent peu ou pas. Donc nous sommes une structure associative au niveau de la Nouvelle-Aquitaine avec du coup des contacts locaux puisque nous avons 12 antennes départementales. Vous pouvez nous rendre visite du coup de manière localisée. Au niveau national, nous sommes également membres du réseau national Fédération Promotion Santé,
pour rendre un petit peu plus visible effectivement ces enjeux de promotion de la santé. Et puis également, du coup, vous pouvez, si un jour vous changez de région, avoir affaire à des homologues sur d'autres régions. Et nous sommes également pleinement inscrits dans la stratégie nationale de santé. Nos activités sont majoritairement soutenues par les pouvoirs publics. Et l'enjeu principal, notre ambition, c'est, vers la santé pour tous. Puisque notre mission, c'est de pouvoir avoir, une promotion de la santé globale dans une approche positive de la santé. Donc, quand on parle de santé globale, c'est à la fois le bien-être physique, mais on inclut, aussi évidemment tout ce qui est de l'ordre du bien-être psychologique, social et la prise en compte des environnements et des déterminants de la santé dans nos accompagnements et dans nos projets. Donc l'enjeu, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur cette approche positive, sur le vécu, sur les expériences et sur les ressources, des personnes et des structures qu'on va accompagner. Notre objectif, c'est également de pouvoir agir pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Et donc pour cela, il s'agit de pouvoir, agir auprès de la population en renforçant leur pouvoir d'agir et également de pouvoir accompagner des décideurs dans la création d'environnements favorables à la santé et au bien-être. Pour aller un petit peu plus spécifiquement, nous proposons donc différentes modalités d'accompagnement. L'enjeu, c'est vraiment d'adapter nos accompagnements à vos besoins voilà, de chaque structure, de chaque public, pour favoriser plus de pertinence, de cohérence et d'efficacité dans les dispositifs et les actions de santé. Donc, on est là pour vous accompagner dans la construction de projets de qualité. Et donc, on s'adresse finalement à tout acteur, au sens large du terme, qui souhaite monter des actions autour de la santé et du bien-être. Donc, ces acteurs, ça peut être des élus, des professionnels, mais également des bénévoles ou des habitants, j'ai envie de dire des citoyens finalement. On intervient, du coup auprès de tout type de structures, hein, c'est vous qui venez nous chercher, parfois selon vos propres besoins, donc à la fois dans le domaine social, médical, mais également, dans des structures, au niveau éducatif, auprès d'environnement. Également, on développe autour des milieux de l'entreprise. Donc pour décrire, voilà, nos missions de manière plus spécifique, nous avons, 4 grands pôles. On vous propose, de l'accompagnement, donc ça peut être de l'accompagnement méthodologique ou de l'accompagnement pédagogique, que ce soit en individuel ou en collectif. L'idée, c'est de voir où vous en êtes dans votre projet et de vous accompagner, à chaque étape de votre projet. Donc ça peut être, vous soutenir dans la réalisation de diagnostics, dans une analyse des besoins, ça peut être travailler sur des objectifs, sur l'évaluation de manière plus spécifique, ou encore, vous accompagner à réfléchir sur quelle stratégie va être la plus efficace, la plus pertinente. Choisir un outil ou une technique d'animation qui va être adaptée, pour vos interventions. Donc l'idée, c'est pas de faire à votre place, mais vraiment d'être à vos côtés pour vous amener à réfléchir, à prendre du recul sur votre projet et vos actions. Comme vous l'avez compris, on est une structure, voilà, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, mais avec, des antennes, de proximité et donc dans chaque antenne, nous avons, des centres de ressources, documentaires et pédagogiques. Et donc, le pôle ressources, effectivement, propose à la fois de la mise à disposition, d'ouvrages, de documentation, d'affiches, de plaquettes sur des thèmes de santé, également des outils pédagogiques. Ça, c'est la partie, on va dire, la plus visible au niveau de nos centres de ressources. Mais du coup, le pôle ressources, c'est également, de la production, de données probantes à travers de la veille, de la réalisation de recherches spécifiques. Voilà, nos documentalistes élaborent des productions documentaires thématiques, par exemple sur les compétences psychosociales, sur la vie affective et sexuelle ou encore sur l'éducation thérapeutique du patient, pour en citer que quelques-uns. Et donc, on est également ouvert à tous. N'hésitez pas à prendre contact avec nos documentalistes. Nous sommes également un organisme de formation certifié Calliope. Et donc, nous disposons d'un catalogue de formations, certaines formations qui sont avec une approche thématique, et puis des formations plus globales, méthodologiques, par exemple, comment animer des séances collectives en éducation pour la santé, comment développer la méthodologie de projet, comment également intégrer des données probantes dans vos projets, par exemple.
Donc l'enjeu, c'est d'aborder l'ensemble des domaines de la promotion de la santé, de l'éducation pour la santé, de faire la distinction également entre ces notions, l'éducation thérapeutique du patient et puis on va évidemment, dans les formations, mais également lors de nos accompagnements ou de la mise à disposition de ressources, de parler de posture finalement et d'accompagnement, global. Donc on a des formations qui sont proposées de manière, régulière sur nos antennes, et qui sont financées par l'Agence régionale de santé, et puis on a des formations catalogues également et puis, nous pouvons, proposer des formations, sur mesure, en fonction, de vos besoins. Et enfin, le 4e pôle, c'est notre pôle programme, puisque nous accompagnons, les équipes, sur l'ensemble des 12 départements, accompagnons l'implantation, de programmes prometteurs et probants en soutenant les acteurs de proximité. Donc voilà, l'enjeu, c'est effectivement, que vous puissiez vous saisir de ces programmes pour, ensuite pouvoir mener des actions et des projets, qui soient pérennes sur les structures et sur les territoires. Voilà, pour dégrossir globalement, nos missions, n'hésitez pas à prendre contact si vous avez des demandes spécifiques avec nos équipes de proximité. Et puis si vous souhaitez, également en savoir plus, nous avons, les ressources dématérialisées, disponibles, notamment notre site Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, alors qui est encore intitulé IREP Sénat, qui était notre ancienne dénomination. Il sera très, très prochainement disponible, puisqu'il est en reconstruction suite à effectivement, je ne l'ai pas précisé, pour ceux qui nous connaissaient sous cette dénomination IREPS, depuis le 1er janvier 2024, nous nous appelons Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, mais nos missions restent tout à fait similaires. Et puis également, donc, sur les réseaux, nous relayons l'information grand public sur notre Facebook. Pour les professionnels, on va plutôt, s'appuyer sur le réseau, LinkedIn ou encore, sur YouTube où à la fois nous relayons, nos ressources, mais également, des ressources ou des interventions, de partenaires, qui nous semblent pertinentes. Et je terminerai par un outil, également, très intéressant qui est, la base de données en éducation et promotion de la santé, donc, la plateforme Bibbop, pardon, où vous pouvez, du coup avoir connaissance, des ouvrages, des outils pédagogiques, des ressources qu'on a à disposition dans nos antennes. Voilà, à travers une recherche avancée, vous pouvez, visualiser ce qui est de disponible en prêt, dans nos antennes. Voilà, il me semble avoir fait le tour sur nos missions et donc je vais passer la parole maintenant à Sylvie Vergne qui va vous parler de ce projet global promotion de la santé, dans le monde du handicap. Merci Caroline. Eh bien, oui, je vais vous parler de cette démarche que nous travaillons depuis plusieurs mois et que nous avons élaborée pour vous la présenter aujourd'hui. Peut-être qu'avant de vous décrire cette démarche, je vais revenir quand même sur le processus de la promotion de la santé qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé. Et du coup, le processus de la promotion de la santé, il s'appuie sur les 5 axes que vous voyez là sur votre écran, 5 stratégies de la promotion de la santé qui permettent de prendre en compte les comportements individuels et collectifs, les capacités, les conditions de vie et les environnements. En fait, ces 5 stratégies, elles permettent vraiment de prendre en considération et de s'appuyer sur l'ensemble des déterminants de la santé. Par exemple, si on parle de personnes en situation de handicap, si une personne en situation de handicap n'est pas dans un environnement, je vais dire, accessible avec des transports facilitants, si elle n'a pas accès à une information, si elle n'a pas accès à l'emploi, à la formation, si elle n'a pas accès à la culture qui va venir renforcer aussi le lien social, tout ça, ça va impacter sa santé, mais aussi sa capacité à agir parce que ça va renforcer l'isolement. Donc, prendre en compte l'ensemble de ces déterminants de la santé à travers les axes stratégiques. Quand on voit ces axes stratégiques, on comprend qu'ils sont vraiment complémentaires et interdépendants. Et c'est ce qui va vraiment favoriser la prise en compte de la santé globale de la personne. Et avec cette définition de la promotion de la santé, on prend aussi conscience que la participation
de la population est vraiment essentiel dans toutes les actions de la promotion de la santé. Et c'est vraiment sur cette idée qu'on a réfléchi et pensé cette démarche parce que on considère que la personne en situation de handicap, par son expertise d'usage, c'est une ressource très précieuse pour améliorer non seulement les réponses que nous allons proposer, mais aussi pour aller développer de nouvelles réponses. Et ce savoir expérientiel, il est malheureusement encore aujourd'hui trop peu valorisé, voire capitalisé. Et ce processus, eh bien, il souligne aussi vraiment toute la nécessité de travailler ensemble et de créer vraiment des passerelles entre les différentes stratégies parce que c'est ce qui va aussi faire bouger les lignes et c'est vraiment ensemble qu'on peut lutter contre les inégalités sociales de santé. C'est vraiment l'implication de tous qui est nécessaire. Donc, cette démarche, on l'a pensée en fait, pourquoi? Pour promouvoir la santé et le bien-être, bien sûr, des personnes en situation de handicap dans leur milieu de vie, dans leur environnement de vie, en valorisant les savoirs issus de l'expérience vécue et en respectant aussi l'expression de leur choix de vie. Ça, c'est vraiment l'approche qui nous paraît essentielle. Pour qui est-ce qu'elle va s'appliquer cette démarche? Nos accompagnements, ils s'adressent à tout professionnel qui accompagne des personnes en situation de handicap avec idéalement, et vous l'aurez bien compris, l'implication importante de pairs, de bénévoles ou de volontaires dans un objectif aussi de trouver ensemble des solutions et des améliorations qui font vraiment sens commun et qui s'inscrivent dans le temps. Comment est-ce que cette démarche s'organise? Bien, on va s'appuyer, nous, on s'est appuyé, et je pense que c'est quelque chose que vous allez partager, sur des valeurs et des principes d'action qui sont de renforcer les compétences des professionnels, des pairs, des bénévoles et de toutes les personnes qui vont être impliquées dans un projet, de créer ou d'encourager les milieux ou des environnements bienveillants qui vont favoriser et renforcer la coopération des professionnels avec les personnes en situation de handicap, leurs proches et les bénévoles, mais aussi en favorisant l'expression et les besoins de tous. Et c'est bien les environnements et les espaces qui vont favoriser aussi la parole de chacun. C'est aussi de croiser des savoirs, des savoir-être, des points de vue, des connaissances issues des différents métiers des professionnels. Par exemple, la coopération entre les éducateurs, les soignants, les ergothérapeutes, les assistantes sociales qui agissent pour et avec les personnes en situation de handicap. Eh bien, c'est bien ce partage d'expérience qui va permettre d'inclure la vie de la personne et son mode de vie dans une démarche d'accompagnement global. C'est bien la prise en compte de la personne dans sa globalité. Et puis aussi, une de nos valeurs et en tous les cas de nos principes d'action, c'est aussi de reconnaître et de respecter la personne en situation de handicap dans sa singularité et sa capacité à faire autrement. Cette notion d'autrement capable, elle va aussi permettre de sortir des normes de validisme et de capabilisme qui sont encore très présents en France et qui enferment la personne en situation de handicap dans une approche, on va dire, plutôt médicale plutôt qu'humaine. Plus médicale plutôt qu'humaine. Et c'est vraiment tout ceci, et à partir qu'on a souhaité mettre en place, est vraiment à partir d'une posture que nous voulons vraiment sur mesure pour vous. Nous avons choisi d'élaborer une démarche parce que cette démarche, elle va nous permettre de vous accompagner à partir de vos réalités, à partir de vos projets, et tout cela pour apporter plus de pertinence, de cohérence et d'efficacité. Notre objectif est vraiment de vous accompagner et non pas de faire, comme le disait tout à l'heure Caroline, à votre place, ce qui ne fonctionnerait pas de toute façon. Hop,
voilà, c'est que je gère en même temps les diapos. Donc du coup, notre démarche, elle s'appuie sur 3 modalités, d'accompagnement. La première modalité, alors ce sont 3 modalités d'accompagnement qui sont complémentaires, interchangeables, mais qui apportent, chacune, vraiment une complémentarité dans notre approche. Par exemple, la 1re modalité, elle va être plus centrée sur un accompagnement méthodologique, un conseil individualisé pour créer ces fameux milieux, favorables qui vont permettre d'agir ensemble. Là, dans cette démarche, méthodologique, on va accompagner à un groupe projet, à bâtir, ensemble un projet de la promotion de la santé, à renforcer cette coopération qui n'est pas toujours évidente entre, professionnels, personnes en situation de handicap et toutes les personnes qui font partie aussi de la solution. Et enfin, on va s'appuyer aussi, sur les compétences psychosociales de tous. Parce que c'est bien ce croisement de savoir qui va aussi, renforcer, les compétences de chacun. Je vous partage quelques illustrations, quelques réalisations qui ont été faites dans des établissements médico-sociaux. Donc, par exemple, la réalisation d'un diagnostic pour faire émerger, les besoins et les attentes de chacun, la mise en œuvre d'un projet sur une priorité de santé de l'établissement ou d'un service, l'inscription de mesures prioritaires de santé dans un projet associatif, d'établissement, de service ou dans le projet individualisé des personnes accompagnées, l'accompagnement des usagers à s'investir et à s'exprimer dans les espaces ou les instances où sont débattues les questions de santé, ou pour faire valoir leurs droits, nous pensons notamment au conseil de vie sociale, l'instauration des actions de sensibilisation ou d'éducation pour la santé à destination des personnes accompagnées sur des sujets très spécifiques. Je vais passer à notre 2e modalité, qui est la formation. Et nous proposons 2 journées de formation, une qui nous paraît, essentielle pour, pouvoir coopérer, plus, aisément. C'est une journée sur une approche, pour avoir une base commune de connaissances autour de la promotion de la santé. Un socle commun de connaissances est déjà le point de départ de la coopération. La 2e journée, heu, on s'est beaucoup appuyé sur, les demandes que nous avons le plus souvent, à savoir, la thématique de la santé sexuelle et de la vie affective, le pouvoir d'agir, les compétences psychosociales et l'écoute active. Les bénéfices de la formation, ils sont, c'est vraiment le socle commun, hein. C'est pour acquérir un langage et un socle commun de connaissances à partir du moment où on est d'accord et à partir du moment où on se comprend. À partir du moment où on est sur les mêmes idées, le même langage, on peut commencer vraiment à travailler ensemble. Et c'est important quand on doit aussi collaborer avec, des personnes, en situation de handicap. Ensuite, ça va venir, vraiment renforcer la dynamique, collaborative. L'idée d'être autour d'un projet et de se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire ensemble, ça vraiment, ça vient renforcer, encore une fois, la coopération, l'envie de travailler ensemble et ça va aussi, favoriser, des, résultats beaucoup plus positifs. L'inscription de collectifs dans une démarche qualité de promotion de la santé, les repères communs en termes d'accompagnement des personnes aussi. Et puis enfin, le partage l'amélioration des connaissances, autant sur les déterminants de la santé que sur des thèmes très spécifiques. Notre 3e modalité d'accompagnement, ça va être plutôt des temps d'échange de pratiques qui vont être des espaces plus peut-être pour travailler sur, des freins et peut-être des difficultés à avancer, dans le projet. Et du coup, nos temps d'échange de pratiques, ils sont vraiment faits pour faire, évoluer, sa pratique au quotidien, mais aussi sa collaboration, hem et son partage d'expérience.
Donc, on va aider à la réflexion collective, on va aider à trouver des solutions et aussi prendre du recul face aux situations parce que ce n'est pas toujours facile quand on est dans un projet de pouvoir aussi mettre un petit peu d'espace pour voir où on en est, ce qui fonctionne, ce qui est un petit peu plus compliqué. Ensuite, on apportera bien sûr aussi des éclairages théoriques qui sont aussi importants. Ces temps d'échange de pratiques qui vont aussi faciliter les échanges et la coopération. Vous l'aurez compris, on ne va pas parler des mêmes choses lors de nos temps d'échange de pratiques que pendant l'accompagnement de la mise en place du projet. Ces temps d'échange de pratiques qui vont vraiment être là pour renforcer aussi le bien-être des équipes dans l'engagement de ce projet. Ça va être aussi pour partager des expériences, pour re-questionner ensemble peut-être des actions, les projets, et aussi pour découvrir des ressources pédagogiques et documentaires, voire même peut-être, et c'est vraiment notre intention, d'accompagner, à faire évoluer à l'évolution d'outils pédagogiques pour qu'ils soient davantage adaptés aux publics qui sont accompagnés. Donc, les bénéfices de ces temps d'échange de pratiques, eh bien, c'est optimiser les méthodes de travail, c'est évoluer ensemble dans sa pratique et c'est aussi s'approprier des outils pédagogiques qui seront adaptés au public. Quelques illustrations, encore une fois, que je vais vous partager, qui ont été mis en place dans des établissements. L'instauration d'une veille documentaire sur les évolutions législatives, les priorités institutionnelles, ou encore la mise en place d'une démarche qualité, de processus d'auto-évaluation des besoins et des pratiques de bientraitance. Donc, je pense que, avant de repasser la parole à Caroline, dans ce processus-là, nous, ce qu'on voulait, ce qui était vraiment important pour nous, c'est de prendre la personne dans sa dimension globale, mais de lui laisser vraiment une place centrale. Et notre idée de cette démarche, c'est vraiment de vous accompagner à prendre du recul pour pouvoir aussi prendre le temps de mettre en place des projets qui pourront être pérennisés aussi dans le temps. C'est pour ça qu'on a voulu aussi que cette démarche puisse se décliner sur 3 années, dans l'idéal, pour ne pas justement venir bousculer les pratiques professionnelles, mais pour vraiment prendre le temps d'ancrer cette démarche et que ça devienne vraiment une pratique au quotidien. J'en ai terminé pour la présentation de cette démarche et je pense que les expériences présentées par Julie dans un premier temps et Caroline vont permettre d'illustrer tout ce que je viens de dire. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, je reprends la main sur la présentation. Je vous rappelle de ne pas hésiter à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses qui se trouve en bas de l'écran. À côté de lever la main, partager, vous avez questions-réponses. Donc, Laura et David qui sont en coulisses lisent vos questions, y répondent ou les mettent de côté pour que nous y répondions tout à l'heure. Alors, donc, on va passer au retour d'expérience parce que ça va venir bien illustrer les propos de Sylvie. Je vais commencer avec voilà, nos collègues de l'ADIAP de DUS qui nous ont rejoints tout à l'heure. Donc, nous avons de connecter Olivier, Fabienne, Catherine et Laura, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. J'ai eu l'occasion d'accompagner leur établissement dans le montage, la création d'un projet sur la vie affective et sexuelle. Je vais les laisser se présenter, je vais les laisser aborder leur projet et puis peut-être que je compléterai ou sinon on passera à la suite. On vous écoute, la Diable de Dius. Alors, mettez votre... Voilà. On nous entend? Oui, C'est bon. Est-ce qu'on nous entend? oui, on Donc, vous entend. bonjour. Donc, je me présente. Très bien, merci.
Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Olivier Riva. Je suis moniteur éducateur à un foyer d'hébergement. Fabienne Coutin, je suis l'infirmière sur les différents sites, les 2 foyers. On a aussi le foyer de vie et MAFA. Voilà. Et moi, c'est Cathy Rodriguez, donc je suis éducatrice sur le foyer de vie, foyer d'hébergement. Voilà. Et Laura. Et moi, c'est Laura Marguerite, ouvrière espace vert. Bienvenue. Donc, merci en tout cas à toi de nous avoir invités pour ce webinaire. Donc, nous allons parler de notre expérience avec l'IREPS et donc promotion santé, donc sur notre groupe de parole qu'on a mis en place. Donc, cette démarche, elle date de 2014, suite à des accompagnements au quotidien, à des réflexions aussi en équipe. C'est un sujet qui a été soulevé au sein du Conseil de la vie sociale par les professionnels, mais aussi par certains résidents. Donc, c'est un projet qui a été longuement parlé durant ces instances, mais aussi en équipe, en sachant que nous avons eu aussi différentes directions qui ont eu à chaque fois des idées différentes sur le sujet, à savoir voilà, comment aborder ce thème-là. Ce n'est pas des thèmes évidents. Et en 2017, on a fait des formations avec le planning familial de Pau. Et c'est durant cette formation où une journée était consacrée pour les partenaires, donc les partenaires qui travaillent avec le planning familial. Et donc c'est là où j'ai fait la connaissance donc Julie de l'IREPS qui a présenté voilà, l'organisme avec l'émission. Et suite à ça, donc, nous avons contacté l'IREPS pour savoir si nous pouvions travailler ensemble sur ce sujet-là, qu'est-ce que nous pourrions mettre en place. Donc ça a été beaucoup de rendez-vous. Ensuite, Julie est intervenue dans l'établissement pour rencontrer l'équipe pluridisciplinaire, mais aussi les cadres, pour se présenter ses fonctions. Et suite à ça, donc, nous avons mis en place un groupe de travail sur la vie affective et sexuelle, dont Julie venait pour intervenir, notamment sur la méthodologie de projet. Donc, durant ces temps de travail, ça a été surtout un accompagnement sur l'écriture et la mise en œuvre de ce projet. Et ensuite, donc nous avons fait un travail aussi autour de nos représentations, la cohésion des différents professionnels sur ce sujet. Et donc, suite à ça, ce projet a été écrit. Nous avons commencé à le mettre en place en 2022. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un projet qui a 3 ans, avec beaucoup de participants, avec quand même une participation quand même assez importante. Donc là, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont détailler ce projet en cours. Tu peux avancer d'une diapo, Donc, Sylvie. je vous interromps juste, il y a une première question, je pense que c'est intéressant d'y répondre en direct, c'est pas d'attendre la fin, c'est qu'est-ce qu'un ADIAP? Alors, l'ADIAP, en fait, c'est une association qui est située donc, le siège est sur Bordeaux. Et cette association gère plusieurs complexes. Et nous, ici, dans le 64, nous sommes le complexe ADIAP Gravir. Donc, nous sommes situés sur 2. Dans ce complexe, il y a donc une MAFA, des foyers d'hébergement et un ESAT. Voilà. Et un Un foyer de ESAT vie. et un SAVS. Et SAVS, oui aussi. Voilà. C'est vrai, voilà. Ok, merci. C'est bon. Alors, donc, du coup, quand on a décidé de traiter donc, le thème de la vie affective et vie sexuelle, on a déjà, d'abord, on se posait la question comment on pouvait faire une information en fait de groupe et à tout l'établissement. Donc, on a proposé donc le ciné-débat parce qu'on a pu avoir la salle de cinéma dans le village à côté, donc à Garlin. Et donc, on a demandé à Julie d'intervenir pour l'organisation, parce que c'était la première fois qu'on faisait ça. Hein. Voilà, donc avec une de ses collègues aussi du planning familial.
Donc ça s'est organisé avec, d'abord on a projeté des petites scénettes sur des thèmes dont de la vie affective et vie sexuelle, et ensuite on était répartis par petits groupes. Alors, parce qu'il y avait quand même 80 participants, hein, donc avec à peu près un professionnel pour 8 à 10 personnes pour aider à poser les questions. Faut Voilà. avancer, Sylvie. Et comment? Non, on n'a pas basculé. Ouais. Donc voilà, donc sur les différents thèmes, et Julie nous avait proposé donc des fiches un petit peu de guide, hein, parce que voilà, pour voir comment on Animer les pouvait débats. animer les débats, voilà. Donc suite à ça, donc on a recueilli un peu tous les thèmes qui pouvaient intéresser donc nos résidents, nos participants. Et après, donc, on s'est lancé donc à préparer donc des groupes de parole. Voilà. Voilà. Avancer. Donc après nos petits groupes de... Oui. C'est bon? Sylvie, tu peux avancer. Donc Encore. le parole, Ça, c'était signé des voilà, blancs. c'était le cinéma, voilà. Et donc ces petits groupes de parole, on les a laissés, on les a soumis en fait, on a fait un affichage en fait pour que les personnes s'inscrivent d'eux-mêmes. Voilà, et on a réalisé 3 petits groupes sur 2 jours. On a profité en fait d'un temps libre sur les AT pour pouvoir proposer cette animation. Voilà, c'est des groupes de 8 personnes, voilà, assez homogènes. Voilà, et en fait, chaque séance en fait se déroule en suivant un fil conducteur. Voilà, ce fil conducteur qu'on a construit avec donc Julie, voilà, et qui nous sert encore aujourd'hui de trame, puisque du coup on élabore nos thèmes par rapport à ce fil conducteur et qui passe par différentes étapes de, voilà, donc d'abord un rite d'ouverture pour savoir un petit peu comment vont chaque personne, et puis ensuite on aborde des thèmes avec des supports qu'on essaye d'adapter voilà, au groupe. Voilà. Des supports qu'on construit. Voilà, qu'on construit, voilà. Voilà, ça nous oblige effectivement à avoir une heure, parce que nos groupes de parole se réalisent une fois par mois. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors après, oui, dans les outils, ce qu'on a fait, donc, on se crée les outils, hein, pas mal, mais après, on a acheté un support qui nous aide vraiment beaucoup, c'est des femmes et des hommes, parce qu'en fait, on l'avait connu grâce aussi à la bibliothèque de promotion santé, hein. On s'était rendu sur le site, et voilà, la bibliothécaire nous a montré tout ce qui existait, et nous, on a essayé de trouver dans des outils, et on s'est acheté celui-là, voilà. Donc on dirait dans les outils vraiment, qu'est-ce qui a eu besoin de budget, c'était juste cet outil-là, et qui nous sert encore, voilà, parce que c'est avec des images, il y a des livres pour nous aider à construire aussi nos séances, et ça c'est pas mal aussi. Voilà. Et ensuite, après, on fait des recherches aussi de supports vidéo, hein, voilà, qui sont recommandés aussi, qui ont été recommandés par l'IREPS, hein, voilà, promotion santé. Voilà. Et ensuite, suite à ça, les filles, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Ouais, dans les thèmes, c'est bon. Et après, c'était, maintenant, on s'ouvre un petit peu plus sur l'extérieur, parce que par rapport aux thèmes que les jeunes abordent, et des fois on dit, écoutez, là, ça, on ne sait pas répondre, on va se renseigner. Et notamment, on a fait une intervention auprès du planning familial. Donc, c'était ça en juin, et on s'est déplacé par petits groupes pour qu'eux puissent poser leurs questions. Donc, tout ça, on avait visité, hein, voilà. Donc, et maintenant, le prochain projet, c'est avec l'association Arcola, voilà, sur le projet on va dire pour 2025. Voilà. Autre chose qu'on a oublié de dire aussi, c'est que les thèmes aussi, au départ, on est parti sur des thèmes qu'on a essayé de choisir un peu, nous, et après, à chaque fin d'année, on fait un bilan, et suite à ce bilan, on recueille un peu, qu'est-ce qu'ils ont envie de revoir ou d'apprendre. Donc, c'est suite à leur désir, quoi, au désir de chaque participant. On essaye de regrouper un peu, de reformuler, et on se reprend un fil conducteur pour, repartir sur l'année, quoi. Voilà. Par contre, ce qui est important peut-être de rajouter, c'est qu'on a quand même la direction qui est partie prenante. C'est important parce qu'on a quand même leur soutien depuis le début. Ils nous laissent beaucoup de temps alloué justement à la mise en œuvre de ce projet.
parce que là, en 10 minutes, c'est très rapide pour résumer, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de rencontres, beaucoup de temps de préparation aussi. Donc voilà, la direction, c'est important de le souligner, mais aussi, voilà, tous les collègues aussi sont quand même plus ou moins acteurs, parce qu'il n'y a pas que nous trois, il y a d'autres aussi nous trois, on est professionnels. porteurs du projet. Voilà. Du coup, on a fait ça. Comme ça, c'est plus facile pour se réunir, pour préparer les séances. On a dit, on va rester plus qu'à 3 pour porter le projet et associer, c'est tous les autres pour la co-animation, pour l'animation. Voilà. Sylvie, tu peux repartir en arrière sur la diapo, s'il te plaît? Est-ce que peut-être on pourrait entendre Laura sur Laura, ce qu'elle pense du projet? allez. Cathy, reste à Allez, côté de c'est moi. On est là avec toi, on va t'aider. Déjà, toi, est-ce que tu peux dire depuis quand tu participes? Depuis le début. Sauf au ciné-débat, j'y étais pas. Parce que je ne sais plus pourquoi. Ouais, tu n'étais pas là, d'accord, ok. Voilà. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose Est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté un petit peu, toi J'ai appris des choses parce que, étant petite, j'ai vécu un truc qui me bloquait. Donc là, j'ai appris pas mal de choses. Voilà. Le fait de faire ça avec d'autres personnes en collectif, est-ce que ça vous plaît d'entendre aussi ce que pensent les autres d'un sujet? L'animation collective, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez bien? Oui, parce que j'ai un groupe plus ou moins jeune, donc ça me va. Voilà. Les supports peut-être. Est-ce que les supports te conviennent aussi pour aider à comprendre, pour aller plus loin dans des sujets? Oui, vous expliquez bien, les activités sont bien aussi. Enfin, voilà. Et puis quand on a des questions, vous nous répondez, donc ça va. Ok, merci. On voit, alors là, Laura, vous n'étiez pas au ciné-débat. On voit là sur la photo, donc le ciné-débat qui a été organisé dans un vrai cinéma, donc c'était quand même hyper confortable et puis surtout très valorisant en fait pour tous les participants. Tout le monde était invité, tout le monde s'était mis sur son 31. Donc c'était très chouette comme soirée. Nous avons diffusé plusieurs types de vidéos sur des thèmes différents. Et à chaque fois que la vidéo, alors elles étaient assez courtes, hein, je crois que c'était 5-6 minutes, à chaque fois que la vidéo s'arrêtait, il y avait un professionnel qui gérait un groupe. Donc les personnes se retournaient et papotaient entre elles avec une base sur un document qu'on vous a montré tout à l'heure qui drivait un peu les professionnels hein, qui n'ont jamais fait ça. Donc on avait créé ces documents-là. Et ensuite, le micro circulait dans la salle et puis les personnes pouvaient commenter, poser des questions. Et il me semble que à ce moment-là, il y avait aussi une boîte à questions qui avait été proposée et qui vous a permis ensuite de venir créer les premières séances pour répondre aux besoins premiers en fait des personnes. Suite au ciné-débat, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais combien de personnes se sont inscrites pour faire les ateliers? Une trentaine de personnes, Ouais. Moi, j'ai pas entendu. Une trentaine de personnes à peu près, oui. Voilà, donc Même- vous avez créé trois groupes. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc l'accompagnement de promotion santé a commencé voilà, suite à la formation d'Olivier au planning familial où moi je venais faire une présentation de nos services et il m'a contacté en suivant. Le principe, ça a été vraiment de se servir du levier de l'accompagnement méthodologique pour venir un petit peu cadrer en fait tous leurs échanges parce qu'ils avaient plein d'idées, ils avaient plein de connaissances, mais ils avaient besoin d'un coup de main pour cadrer, pour écrire le projet, pour se poser des questions, pour travailler aussi leur représentation. Et c'est tout ce travail-là qui a été fait avec l'équipe et qui ensuite a pris les choses en main sur l'organisation d'un ciné-débat, a trouvé aussi des partenaires, alors via mon intervention et l'intervention du planning, a été hyper soutenu par la direction et ça c'est effectivement important que vous le souligniez parce que quand on monte n'importe quel type de projet, hein, avec n'importe quel type de public, mais là on va souligner ça aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir de pas être seul et puis d'avoir aussi la direction qui nous soutient hein, en termes de donner du temps pour préparer. Vous l'avez dit aussi hein, que c'est beaucoup d'investissement en termes de temps, la première année en tout cas, pour préparer tous les supports, pour vous mettre d'accord sur l'animation des séances. Et ça, on vous a permis de faire ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et c'est aussi le travail qu'on peut mener avec vous, le travail de plaidoyer
sur quel est l'intérêt de travailler ce sujet de cette manière-là, etc. Donc, le bon soutien de la direction. Et ensuite, vous vous êtes lancé dans l'animation des séances avec effectivement des outils d'intervention que vous êtes venus emprunter dans nos centres de documentation auprès de la documentaliste, des outils du coup que vous avez trouvé tellement bien et que vous utilisez tellement souvent que vous avez acheté. Hein, c'est ça, des femmes des femmes et des hommes. Moi, ce que je souligne aussi, c'est que voilà, c'est la 3e année. Vous faites des bilans chaque année, et là, on voit que la perspective, c'est aussi de s'ouvrir. Et c'est à ça aussi que le travail qu'on a fait ensemble a servi, c'est-à-dire s'ouvrir sur d'autres partenaires, parce que à Promotion Santé, on vous permet aussi avec notre réseau de rencontrer d'autres partenaires, et de travailler sur d'autres perspectives. Voilà. Donc là, avec d'autres assos qui vont venir travailler sur d'autres sujets plus fins ou plus ciblés par rapport aux besoins que vous avez remarqués là récemment. C'est ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est bon. Non, après le plus gros du pari, c'était en fait, voilà, comme tu dis, c'était de construire tout ça, de canaliser tout ça, mais aussi de pérenniser. Parce qu'à la base, nous, les groupes de parole, c'est au volontariat. Donc les gens viennent s'ils le souhaitent. Il n'y a aucune obligation. Donc, et aujourd'hui, 3 ans après, on s'aperçoit que l'activité est encore en cours. Il y a encore d'autres choses qui sont prévues. Donc, je pense que le fait de l'avoir réfléchi, de l'avoir construit, d'avoir trouvé du coup les bons partenaires, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui que l'activité soit pérennisée. Et aujourd'hui, on parle de la direction, mais ça va même plus loin, même au niveau des AT, où ils nous mettent à disposition du temps le vendredi matin pour qu'on puisse mettre en place ces groupes de parole. Donc, on a vraiment du soutien de toute la direction de l'établissement. Et aujourd'hui, on a les effets, c'est-à-dire qu'on s'en rend compte au quotidien. Ça peut être dans certains accompagnements médicaux, mais ça peut être aussi des accompagnements au sein des hébergements où il y a des questionnements qui vont émerger. Ils nous ont repérés comme des personnes ressources liées justement à la sexualité. Donc, il y a des sujets qui peuvent être abordés beaucoup plus facilement, vu qu'on aborde ça en groupe. Donc, ça aussi, c'est les effets qu'on voit aujourd'hui grâce à ces groupes de parole. Donc, c'est important de le dire aussi. Oui. Ok. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, Je crois c'est bon. on arrive dans les clous du temps qui nous était imparti. Donc, je vous remercie. Vous restez près de nous, hein, vous partez pas, parce que j'aurai besoin de vous tout à l'heure pour répondre certainement à des questions. Je vous invite à couper votre micro et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Je laisse la parole à Caroline. Merci Julie. Et donc moi, je vais inviter l'essor de Mézin à ouvrir son micro pour nous partager donc un second retour d'expérience. Donc je remercie d'abord chaleureusement Anne-Marie, Maëva, Christophe et Sylvie qui sont présents aujourd'hui pour nous partager effectivement leur retour sur l'accompagnement qu'on a pu impulser il y a 1 an maintenant. Donc voilà, c'est encore relativement le début, mais on a une première année d'expérience à vous partager. Peut-être pour commencer, Anne-Marie, si vous voulez, enfin non, tout le monde, j'allais dire, tout le monde peut se présenter et Anne-Marie nous faire une petite présentation de la structure en suivant et de l'historique, comment s'est mis en place le projet. Et ensuite, on pourra effectivement les uns et les autres qui ont participé au groupe projet, puis aux séances, aux ateliers mis en place, partager votre regard sur comment s'est mis en place le groupe projet et ensuite le projet concrètement tel que vous l'avez vécu. Voilà. Donc de la même manière que Julie, je vous laisse d'abord la parole et puis je verrai si je complète à certains moments. Donc peut-être Julie, tu peux nous passer... non, on va attendre que chacun se présente et ensuite Sylvie pourra nous passer la prochaine diapo quand on parlera du projet. Alors, est-ce que c'est... Bonjour, je m'appelle Sylvie, je travaille à l'ESAT de Mézin, je suis à l'atelier blanchisserie. Voilà. Bonjour, je suis Madame Bartares Anne-Marie, adjointe de direction sur le service d'accompagnement à l'essor Mézin.
Christophe Germain, je suis moniteur éducateur au SAVS de l'Essor à Mézin. Et Bonjour, Maëva Sidien, donc je suis technicienne ESCEP au sein de SAVS Essor Mézin. Donc, l'Essor Mézin, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? alors, N'hésitez pas à vous rapprocher à Anne-Marie. pardon? N'hésitez pas à vous rapprocher bien du micro. Ok. Donc, je vais présenter notre établissement dans un premier temps, puis après, je laisserai la parole à mes collaborateurs et à Sylvie. Donc, nous sommes un établissement médico-social, donc un ESAT et un service d'accompagnement à Mézin, situé à Mézin, au sein du dispositif de l'Essor, qui est une association nationale, donc qui gère à peu près une quarantaine d'établissements. Donc nous, à Mézin, nous avons un ESAT et un service d'accompagnement qui accueille donc des personnes en situation de handicap psychique, plus précisément. Et donc aujourd'hui, si on compte tous les mi-temps, même les retraités qui sont accueillis en SAVS, ça nous fait à peu près un accueil de 74-75 personnes. Voilà, autrement, nous avons 65 places en ESAT, 30 places en hébergement, 20 places en SAVS, plus 10 qui sont orientées aussi, plus une quinzaine qui ont juste une orientation ESAT. Voilà. Et donc, l'établissement est né, pour finir, en 1993. On a fêté l'année dernière les 30 ans de l'établissement. Et notre particularité, pour finir, pour les présentations, c'est d'être situé géographiquement dans un petit village de 1500 habitants. Et donc, tous les habitats et les ateliers sont dispatchés dans le village. Voilà, donc on a une structure ici administrative où il y a le repas de midi. Sinon, même l'hébergement, on n'a pas un gros collectif de 30 personnes. On a un tout petit collectif où il y a toujours la présence d'un éducateur ou d'un surveillant où il y a maximum 10 personnes. Et ensuite, nous louons en fait à des particuliers, des résidences près de bailleurs sociaux. Et donc, tous les hébergements sont situés sur le village. Et tous les soirs, chaque personne va faire ses courses. Et l'objet du projet initial, c'était aussi de créer les activités de l'ESAT, sont des activités qui n'existaient plus dans le village. C'est-à-dire qu'on a monté une blanchisserie parce qu'il n'y avait pas de blanchisserie, on a monté une cordonnerie parce qu'il n'y avait pas de cordonnerie. Voilà, l'idée, c'était de pas, comme c'est un tout petit village, c'était plutôt de revitaliser le village et de proposer de nouveaux services aux habitants et de ne pas faire concurrence aux services qui existaient et aux artisans qui existaient déjà. Voilà, donc pour en venir au projet, nous avons depuis longtemps, on voulait travailler sur les habiletés sociales en fait. Voilà, on a eu l'occasion, mais ça ne s'est pas mis en place, on a eu l'occasion de faire d'autres partenariats avec l'IREPS sur la nutrition il y a quelques années. Voilà, et puis ce dernier projet, donc on a rencontré Caroline en 2023, en juin 2023. Et donc, notre idée, c'était de pouvoir travailler autour de ce thème de la promotion de la santé, des habiletés sociales, de façon plus globale, l'estime de soi, voilà. Et donc, évidemment, l'idée, c'était que l'équipe, déjà, dans un premier temps, éducative, puisse être intéressée par le projet qu'on voulait proposer, et ensuite voir si ça pouvait aussi intéresser nos travailleurs. Voilà. Donc, on a... La diapo suivante, Sylvie. Merci. Donc, nous, on a été de suite favorable à ce type de projet. Donc, je vais dans un premier temps présenter aux équipes avec une demande de voir un peu qui pouvait être intéressé pour participer à ce projet, avec dans l'idée de... Alors, au départ, c'était faire des ateliers et les animer en collaboration avec Caroline. Et l'idée, c'était aussi ensuite de pouvoir pérenniser ces ateliers de façon à ce que tous les travailleurs puissent à un moment donné être concernés par le projet et de le faire sans la présence de Caroline. Voilà.
Donc, on est encore au tout début de la première phase. Enfin, on a fini. Donc, on s'est vu en 2023, on a fait plusieurs allers-retours. Donc, on a rencontré toutes les équipes. D'abord, on a relevé les besoins que les équipes avaient repérés, les besoins des personnes accompagnées, repérés par les équipes. Donc, sous forme de blason, on a fait des allers-retours avec Caroline. Donc, on a relevé plein de thèmes qui étaient possiblement à travailler. Donc, très vite, il y a 3 professionnels qui ont souhaité s'investir dans ce projet-là. Et donc, on a constitué un groupe projet. À partir de là, on a aussi élaboré un petit questionnaire à l'adresse de tous les travailleurs pour voir aussi quels étaient les thèmes qui pourraient les intéresser. Et donc, on a travaillé comme ça 2-3 fois ensemble. Très vite, on s'est dit, il faut aussi que les usagers soient dans ce groupe projet et ça a été très... Alors, Sylvie, qui est là présente, justement, est venue nous rejoindre dans ce groupe projet avant que les ateliers démarrent. Donc, on a décidé tous ensemble, en fait, de la fréquence des ateliers, du nombre de personnes dans les ateliers, des sujets des ateliers. On a fait comme ça plusieurs allers-retours pour construire tranquillement notre petit projet. Et puis, donc, ça a démarré. Les questionnaires, c'était en mars. Et pour identifier les thèmes, et donc la fin, et ça a démarré fin mars. Donc on est parti sur 8 ateliers. Là, je vais laisser la parole à mes collaborateurs. Donc l'animation de 8 ateliers sur des thèmes choisis qui se sont déroulés jusqu'en juin. On s'est revus après pour en faire le bilan et puis pour imaginer la suite, puisque l'idée, c'était bien de pérenniser ce projet-là et de pouvoir... Donc, il y a 8 travailleurs qui ont pu bénéficier de ces groupes d'échange. Et donc, l'idée, c'est que ça recommence l'année prochaine sur la base du volontariat aussi. Et ça aussi, ça a été un choix. Au départ, moi, j'étais plutôt dans l'idée que tout le monde devait participer. Et puis, voilà, on a travaillé dessus. En fait, on est parti d'abord sur des personnes volontaires et c'est, je pense, d'autant plus intéressant qu'ils pourront pouvoir parler de leur expérience et motiver les personnes suivantes. Voilà. Et donc, on a déjà construit le petit planning pour 2025 et ça devrait redémarrer en janvier 2025 avec un nouveau groupe, avec les animateurs. Donc, Caroline va rester en soutien sur le premier, mais après, je pense, voilà, s'éclipsera. Et l'idée aussi, ça a été parlé avec le témoignage précédent, c'est de pouvoir potentiellement utiliser les outils de l'IREPS, enfin du groupe promotion santé, voilà. Et ça sera... Effectivement, juste pour compléter, voilà, on sent bien effectivement l'intention de monter en compétence et en autonomie, hein. C'est vrai qu'initialement, quand le directeur avait échangé avec moi, il y avait cette intention de mettre en place des ateliers, mais sans forcément avoir en tête effectivement l'ensemble des possibles au niveau de nos accompagnements. Donc, sans avoir en tête effectivement un accompagnement sur le long terme, sur l'appui méthodologique ou encore la mise à disposition de ressources. Il venait plutôt nous chercher en tant que prestataire d'ateliers dans une première intention. Et c'est vrai que les échanges voilà, sur notre manière d'aborder la promotion de la santé dans cette idée de pérennisation et de ne pas nous rendre indispensables. L'enjeu, c'est vraiment que la santé soit à l'affaire de tous. Et on en est là, effectivement, aujourd'hui, avec ce groupe projet qui s'est monté et cet enjeu voilà, que moi, je m'efface petit à petit pour que le projet perdure et puisse évoluer également, puisque lors de l'identification des besoins, que ce soit au niveau des professionnels ou des usagers, il y a pas mal de thématiques qui sont remontées. Donc, on a fait un choix pour démarrer effectivement cette mise en place, mais ça donne des ouvertures, des perspectives sur d'autres thèmes. Voilà, peut-être avant de parler justement des ateliers qui ont été mis en place, j'aimerais bien avoir votre retour, Sylvie, Christophe et Maëva, sur la mise en place du groupe projet, cette identification des besoins, justement ce qu'on a travaillé ensemble avant de faire les ateliers. Alors ça remonte un petit peu, parce qu'on s'est rencontrés effectivement en fin 2023 pour démarrer, mais je suis sûre que vous vous en rappelez.
Oui, je sais pas, vas-y. Par rapport à ce qu'on a préparé en amont, c'est ça, Caroline? Oui, parce on s'est rencontrés, je crois, à 4 reprises. Alors, il y a eu un premier temps auprès de l'ensemble de l'équipe pour justement identifier les besoins de l'ensemble de l'équipe et aborder effectivement cette approche globale. On parle de quoi quand on parle de santé? On ne parle pas uniquement de risque, on ne parle pas uniquement d'absence de maladie, mais on avait questionné les déterminants de la santé. Et puis ensuite, vous êtes positionné pour faire partie du groupe projet et on s'est vu, il me semble, à 4 reprises avant de démarrer les ateliers. Donc voilà, qu'est-ce qui vous a motivé pour intégrer ce groupe projet et comment vous l'avez vécu finalement, cette préparation commune Ce qui me motive déjà, c'est de revoir, d'avoir su identifier les besoins et en plus, on le voit au quotidien, on sait on sait qu'il y a beaucoup de besoins et beaucoup de demandes des personnes qu'on accompagne. Ensuite, c'est vrai que d'avoir été drivé ces réunions, même si au début j'étais un petit peu, comment dire, c'est un peu compliqué en tant qu'éducateur de venir parler de santé, mais finalement, je pense qu'on a été rassurés et on a été bien accompagnés par rapport à ça. Mais c'est Et- surtout parce qu'on n'est pas médecin ni infirmière, Mhm. ni infirmier, pardon. Donc, oui, on se posait beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on peut leur amener et jusqu'où on peut aller? Donc, ça, tu nous as rassurés. Oui, il y avait une question de légitimité aussi au départ. Oui, Comment voilà, pensez-vous, de ma place d'éducateur, en quoi j'ai une place pour accompagner la santé? Mais effectivement, si, vous êtes au contact direct, donc effectivement, si on a pu vous rassurer, tant mieux. Sylvie, de votre côté, en tant que représentant des usagères, il y avait également un deuxième représentant des usagers. Voilà, comment vous avez vécu cette préparation commune? Ben, moi, j'ai trouvé ça sympa déjà qu'on a demandé notre avis, qu'on nous a mis dans le projet, ce qui fait qu'on a pu dire vraiment les sujets qui nous intéressaient en particulier, et ce qui fait que du coup, ça nous a apporté un peu ce qu'on recherchait, quoi. Et puis ce qui vous inquiétait aussi, parfois, on a posé ensemble, que ce soit du côté participant, usager ou du côté animateur, aussi nos craintes, nos leviers, et de pouvoir dégrossir ça avant une mise en place. Voilà, c'était, en tout cas, pour moi, assez riche. Et je vous remercie aussi, Sylvie, voilà, d'avoir pu intégrer ce groupe et d'avoir proposé aussi, hein, ce que nous, on pensait pouvoir s'appuyer sur les représentants d'usagers pour dégrossir les besoins, les thématiques. Et puis, en fait, assez rapidement, on a dit, mais non, on va aller interroger tout le monde, ça sera beaucoup mieux. Et donc, on a vraiment pu s'appuyer sur vous ensuite pour aller dans chaque atelier, rencontrer effectivement voilà, voilà, l'ensemble des usagers, parler du projet et faire remonter les différents besoins de chacun. Donc ça, c'était très riche aussi dans l'approche. Si on passe juste, Sylvie Vergne, du coup, ma Sylvie, à la diapo suivante, c'est pour illustrer effectivement 2 outils qu'on a utilisés. Donc, il y a eu un blason, ça c'était auprès de l'équipe, voilà, pour identifier la pratique, les besoins de mon public, mes propres besoins, mon analyse du problème. Et puis ensuite, là, c'est une extraction à droite de l'analyse du questionnaire qui a été passé à l'ensemble des usagers avec voilà, une cinquantaine de réponses obtenues. Sur la diapo suivante, du coup, je vais repasser la parole au groupe projet, puisque là, c'est pour illustrer finalement la progression pédagogique qu'on a choisie. Alors, on avait plusieurs options de progression pédagogique, avec, vous verrez à droite, les objectifs qu'on a d'abord travaillés, et puis en face, les titres qu'on a trouvés, voilà, avec du coup un axe autour du bien-être, de la confiance en soi. Et pour les professionnels qui ont entendu parler de ce terme, on a effectivement mis de manière transversale le renforcement des compétences psychosociales comme un préalable finalement avant d'aborder d'autres thématiques qui étaient aussi intéressantes, qui avaient aussi émergé comme la nutrition, on en a parlé, la vie affective et sexuelle également, c'était un sujet important, ou encore la question des addictions. Donc, c'est des sujets qu'on n'écarte pas, mais on s'était dit, voilà, d'abord de pouvoir outiller effectivement en matière de confiance en soi et compétences psychosociales les usagers. Alors, tous les trois, comment on a mis en place ces séances? Comment ça s'est passé? Comment on les a animées? Je vous laisse la parole. Alors, comment on les a mis en place? Bon, déjà, tu as fait une grosse part du boulot, hein. On va pas se le cacher, heureusement que tu étais là, hein. Bon, après, le choix déjà, il s'est fait par le fait par la demande des usagers. Donc, voilà.
Puis ensuite, je sais. On s'est concerté. Hmm. Voilà, on s'est concerté. Donc, on était 6, c'est ça, parce qu'il y avait Brice, un autre usager, et un autre collègue qui n'est pas là aujourd'hui, Laurent. Et on a débattu et on a du coup pris, si mes souvenirs sont bons, tu avais deux idées de progression. On a pioché un peu partout. Pour du coup les différents ateliers, si mes souvenirs sont bons. Après, le groupe aussi, c'était assez important d'avoir un petit groupe enfin, de 8 personnes. On pensait que c'était. Il me semblait que c'était assez. Enfin, ça allait favoriser l'échange et ça allait pas être trop brouillon, pas trop de monde. Le temps aussi, il faut dire que on a eu la chance de pouvoir faire ces ateliers sur du temps de travail. Ouais. C'est quand même, enfin, de la part de la direction, c'était relativement aidant. Oui, temps de travail pour vous et pour les participants. Exactement, ouais, ouais, ouais. Mm. Et puis ensuite, ben, que dire voilà. Nous, on a été un peu co-animateurs, j'avoue, sur cette première, sur cette première comment dire, session, mais dans le but de se former plus tard, quoi, voilà, et de relancer ça l'an prochain. Ben, en fait, une de nos craintes, c'est parce qu'on n'est pas animateur, donc tu nous as beaucoup aidé en nous donnant des outils, des pistes pour démarrer les ateliers. Donc ça, on les garde précieusement pour l'année prochaine. Et c'est vrai qu'on voyait au-delà effectivement des techniques d'animation ou des outils utilisés où effectivement là on a pu vous soutenir. Après, c'est toute l'importance dans le débriefing, dans l'analyse, dans la gestion du groupe où là vous avez déjà les compétences en tant effectivement qu'intervenant. Voilà, moi j'ai pas l'impression d'avoir renforcé chez vous ces compétences-là, mais d'avoir plutôt renforcé la confiance à intervenir finalement. Et je voudrais bien aussi que Sylvie nous donne son regard sur la dynamique du groupe. Effectivement, on était 8 participants pour en général 2 à 3 animateurs. Comment ça s'est passé voilà, de votre point de vue, les échanges dans le groupe Sachant qu'il est 12h11, Caroline. on va voilà, laisser Sylvie s'exprimer. Ben nous, en fait, parce que je parle un peu pour le global, parce que j'ai quand même fait un peu le tour avant de venir, pour ne pas me représenter moi toute seule. Donc, nous, on a beaucoup aimé les échanges, surtout quand on avait fait le débat, quand on allait de gauche à droite, le fait que ça soit fait par jeu. Donc, on était bien investis, donc on écoutait bien, parce que vu qu'on était par jeu, on était obligé d'écouter les représentants, les collègues, tout ça. Donc, ça nous a beaucoup apporté. La preuve, je suis là. Quand en normal, je n'aurais pas été là. Non, enfin, c'est un truc qui nous apporte beaucoup. On arrive à voir nos émotions, on arrive un peu plus à les gérer, un peu plus les stress aussi. C'était un bon partage et ça sera à refaire, je le referai. Merci beaucoup, Sylvie. La diapo suivante illustre justement quelques outils qu'on a utilisés. Donc, il y a à la fois des outils dans l'animation avec des conducteurs d'ateliers voilà, qu'on a co-construits. Et puis, il y avait aussi un livret du participant que chacun voilà, a pu compléter au fur et à mesure. Et puis après, là, c'est un exemple de quelques outils. Mais l'idée, c'est de se baser effectivement sur des choses un peu concrètes, un peu palpables pour animer les séances. Et puis, juste peut-être pour terminer, si vous pouvez nous dire voilà, un mot sur le bilan, les perspectives. Donc là, c'est les outils qu'on a utilisés pour faire notre bilan. Et on voit ensuite un peu ce qu'on en a tiré sur la diapo qui suit. Peut-être le mot pour conclure sur le bilan et les perspectives. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Oui. Alors le bilan, il a été positif, on le voit de toute façon avec nos usagers. Nous, en fait, étant donné qu'on a 3 services sur le bilan, on s'est dit qu'on allait peut-être faire intervenir du coup d'autres éducateurs, d'autres services, parce que justement, il y a peut-être des petites choses qui peuvent être pointées. On a même la psychologue qui va venir de temps en temps ponctuellement animer ou observer les prochaines séances. Et puis, moi, voilà, c'est ce
que j'en tire. Oui, et comme nos collègues l'ont dit, c'est vrai que la direction nous laisse du temps et les autres collègues aussi. Donc ça, c'est important. Il y a voilà, un réel soutien de l'équipe. Et puis, effectivement, l'enjeu, c'est ensuite de pouvoir essaimer au fur et à mesure, voilà, de continuer cette montée en compétences, cette pérennisation, et puis de faire du lien entre ce qui est vécu là en atelier collectif avec l'environnement global et le suivi quotidien ensuite des usagers. Donc, c'est important effectivement de faire ce lien aussi avec les autres professionnels et la direction de la structure. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant de passer à la suite ou... Non. Non, c'est bien. Merci encore. Merci pour vous d'être présent aujourd'hui. Et puis, on va aborder la phase de questions-réponses. Donc, on va voilà, avoir David et Laura qui vont nous renvoyer les questions que vous avez pu poser à travers l'onglet questions-réponses et voir comment y répondre au mieux. Bonjour à tous, vous m'entendez correctement? Nous entendons très bien, David. Parfait. Donc du coup, on a effectivement quelques questions plutôt globales sur la démarche. Donc là, ce sera des questions pour Sylvie. Et on a effectivement un peu plus de questions, en tout cas, sur l'intervention de la diap de Dius. Voilà, donc on va peut-être commencer par les questions un peu plus globales. Donc, la première question qui a été posée, c'est quel est le lien avec les dispositifs d'appui à la coordination, donc les DAC, et les plateformes territoriales d'appui, les PTA, qui travaillent sur ces thématiques, et le projet régional de santé, Nouvelle-Aquitaine 2018-2028. Alors, qui travaille sur quelle thématique la plateforme territoriale d'appui sur la vie affective et sexuelle, Alors, c'est pas précisé, mais je pense que c'est sur le D'accord. champ. Alors, j'espère que je vais bien répondre parce que du coup, le lien, ça peut être un lien de complémentarité, mais nous, on est vraiment dans une approche et une démarche qui va permettre de dérouler différentes modalités qui aussi ont pour objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Et c'est vraiment tout ce dispositif-là qui permet d'élaborer des projets qui vont être vraiment en lien avec les structures. Du coup, je ne suis pas certaine que les plateformes territoriales d'appui, là, il faudrait des compléments pour bien répondre, en fait, parce que les PTA me semblent, enfin, oui, il faudrait peut-être avoir un petit peu plus d'éléments pour que je puisse vraiment bien répondre à cette question. Nous, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement de projets en promotion de la santé. On a identifié quelques thèmes, effectivement, mais ça peut être aussi d'autres. On est vraiment dans cette appropriation de la démarche. Je ne sais pas si, du coup, je pense que je réponds un petit peu à côté parce qu'il me manque un petit peu des éléments pour vraiment comprendre les attentes ou. C'est vrai qu'avec une question à l'écrit, sans possibilité Ouais, d'échange, c'est parfois un peu c'est compliqué. pas facile là. Faut pas hésiter pour la personne qui a posé cette question à contacter Sylvie. Nos contacts Oui, seront dans le diapo. Faut pas hésiter voilà, par mail ou par téléphone. Voilà, tu te feras un plaisir d'échanger bien sûr. sur cette question. Surtout qu'il y a eu de l'expérimentation aussi, notamment de promotion santé en Dordogne, d'accompagner justement un dispositif dans une PTA. Donc, ça sera intéressant d'échanger. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre question? David, on ne t'entend plus, mais du coup, je peux peut-être poser la question suivante, qui est de quel type de handicap accompagnez-vous sur ce thème? Est-ce qu'on a spécifié certains handicaps, Sylvie? Après, on est dans l'accompagnement d'une démarche et c'est vraiment une collaboration avec des professionnels et des personnes en situation de handicap, notamment peut-être des pairs qui sont déjà impliqués. Donc, voilà, c'est selon la structure, selon, je dirais, le public cible. Il n'y a pas forcément handicap moteur, handicap psychique, c'est vraiment là, accompagner la structure. Donc, pour nous, il n'y a pas de frein au handicap.
Oui, sachant que nous, on est l'expert de la promotion de la santé, de la méthodologie de projet, mais ensuite, ce sont les professionnels des structures qui sont experts du handicap. Donc, voilà, nous, on ne peut rien faire seul. C'est vraiment, il faut qu'on se base sur votre connaissance voilà, du public. Et les publics eux-mêmes, quand ils sont dans les groupes projets, c'est encore plus riche, évidemment. Ce qu'on va aussi accompagner, c'est l'évolution effectivement peut-être de connaissances, la complémentarité de connaissances, mais aussi les postures. Donc, effectivement, nous, on va être plutôt dans cette approche-là, plutôt de l'évolution de la posture, de techniques d'animation, de mettre en place des projets, quel que soit le sujet, en fait, puisque nous, on est juste là pour accompagner. Et alors, je crois que la question aussi concernait spécifiquement là, le premier projet présenté, s'il y avait une spécificité des handicaps accompagnés à la DIAP. J'ai bien compris. Et je me rends compte que mes collègues de la DIAP sont partis. Ils ne sont plus connectés. Non, il n'y avait pas de... Enfin, tout le monde pouvait s'inscrire, que ce soit les personnes âgées, les personnes les travailleurs à l'ESAT, les personnes qui sont au foyer. Tout le monde pouvait s'inscrire, quel que soit le handicap. Euh, L'idée étant que notre accompagnement se base sur comment on fait pour répondre aux besoins en adaptant voilà, notre posture, les outils qu'on utilise, en les adaptant au handicap. Là, il se trouve que sur la DIAP, il n'y a pas eu nécessairement ce travail-là à faire, mais sur d'autres structures, il est possible de faire ça en fait, par notre soutien ou aussi le soutien peut-être d'autres partenaires que nous, on connaît et vers lesquels on peut vous rediriger. Ensuite, il y avait des questions sur les vidéos qui ont été utilisées sur le ciné-débat. Donc, il s'agit de vidéos sexo-tuto de Lumni. Alors, c'est pas du tout promotion en santé, hein, c'est l'ADIAP qui avait trouvé ces vidéos-là et qui était très à l'aise avec ces vidéos, qui les trouvait bien. Et donc, qui nous ont demandé à une professionnelle du planning familial et à moi de venir animer les vidéos, le débat suite à ces vidéos-là. Donc, elles sont disponibles libres de droit sur Lumni, vous les trouvez. À la base, elles sont à destination plutôt du public ados, jeunes adultes. Mais il se trouve que, voilà, en les diffusant, s'est rendu compte que ça passait aussi très bien au niveau du handicap que les personnes avaient à ce moment-là. Bon, sachant que quand vous êtes encore une fois à la recherche de vidéos, parce que là je dis que c'est dans le cadre d'un travail qui est fait sur ce thème et que vous êtes à la recherche d'outils, faut pas hésiter justement à contacter nos collègues documentalistes dans chacune de nos antennes sur la région qui pourront vous accompagner sur la recherche d'outils en lien avec vos thèmes et vos publics. Nous avons aussi deux autres questions beaucoup plus généralistes, hein, effectivement, sur la démarche qui vient d'être posée. Donc, une première question, c'est comment accompagner une démarche de promotion de santé auprès d'un public vivant à son domicile et pas forcément demandeur, car effectivement, c'est un véritable frein, donc la question du aller vers. Voilà, et la deuxième question, ça serait est-ce qu'il y a une proposition d'accompagnement pour de l'individuel? Ces questions sont pour Sylvie. Alors, l'individuel, non, pas forcément, parce que nous, on va plutôt préconiser l'accompagnement collectif. Voilà, c'est vraiment notre objectif. Après, je trouve que l'individuel, ça peut être de l'individuel au collectif, ça peut être aussi très intéressant. Donc, une structure qui fait de l'accompagnement individuel et qui va permettre aussi à des personnes de se retrouver en groupe. On sait à quel point c'est efficace et que ça peut être vraiment très intéressant parce que les personnes se rencontrent entre pairs et elles s'aperçoivent qu'elles sont moins isolées dans ce qu'elles vivent. Donc, amener l'individuel au collectif, c'est toujours très intéressant. Ensuite, pour les personnes qui sont isolées à domicile, alors je ne sais pas quelle est la structure qui demande. Est-ce que c'est plus des genre SAMSA ou des personnes qui interviennent à domicile? Mais dans tous les cas, c'est toujours très intéressant sur un quartier de pouvoir mobiliser des personnes qui justement vivent à domicile. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du médico-social, mais il ne faut pas oublier aussi les personnes qui vivent en autonomie à domicile et qui sont des fois
qui ont peu de lien social. Donc, nous, on peut aussi accompagner le projet, ça peut être ça. Comment est-ce qu'on va mobiliser comment est-ce qu'on va mobiliser des personnes qui sont à domicile et les amener à participer à des rencontres collectives. Et ça pourrait être un projet à part entière. Voilà, c'est pour ça que nous, on est vraiment dans une démarche et comment est-ce qu'on va aller mobiliser les personnes à domicile, comment est-ce qu'on va les accompagner pour s'inscrire dans une peut-être dynamique de prendre soin de soi aussi et de rompre aussi l'isolement. Tout cela, ça va aussi contribuer à lutter contre les inégalités sociales de santé. Donc, notre démarche, j'ai envie de dire qu'elle s'applique à vraiment toute forme de modalité de projet. Pour moi, le fait que les personnes soient à domicile, c'est pas un frein. C'est comment est-ce qu'on va les mobiliser, les accompagner. Pour ça, il faut comprendre effectivement, comme on disait tout à l'heure, eh ben, leurs conditions de vie, leur capacité aussi à sortir de chez elles. Est-ce qu'elles ont besoin, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est complexe parce qu'elles ont besoin d'aide. Voilà, tout ça, ça sera questionné. Ça peut être questionné en tous les cas lors de l'accompagnement de la réalisation d'un projet tel que celui-ci. Alors du coup, juste pour compléter, effectivement, la première question, elle était posée par une... David, alors elle après, était posée par... un SAMSA. Oui. Est-ce qu'on Après, a... Oui, vas-y. non, vas-y. Est-ce qu'on a encore le temps pour une dernière question, C'est maître midi du temps? 25, donc peut-être effectivement une dernière question Une rapide. dernière question. Alors, une dernière question qui sera aussi pour Sylvie, mais bien sûr, Caroline et Julie peuvent y répondre, hein. Quels sont les différents thèmes qu'on va pouvoir effectivement porter ou déployer dans cette démarche? J'ai envie de dire tout. Enfin, après, quand nous, notre démarche, la première partie, quand on parlait de conseils individualisés, c'est vraiment d'aller faire un diagnostic dans la structure et d'identifier, comme on fait Caroline et Julie d'ailleurs, de prioriser sur quoi on va travailler dans un premier temps. Donc, c'est vraiment aller questionner la structure. Nous, on n'arrivera pas avec des thèmes clés en main. On va pouvoir accompagner à aborder ces thèmes-là. Mais ce qui est intéressant, parce que ce qui va être très intéressant dans cette démarche, c'est plutôt d'accompagner la structure vraiment à aller réfléchir à, tiens, qu'est-ce qui fait là sens commun, qu'est-ce qu'on va travailler en priorité. Parfois, comme on le disait tout à l'heure, il y a des partenaires qui nous appellent en disant: «Je voudrais travailler sur tel ou tel sujet», et comme le disait aussi très justement Caroline, eh ben, on s'aperçoit que peut-être que déjà travailler sur les compétences psychosociales, développer la capacité aussi des personnes à exprimer leurs propres choix, ça peut être intéressant. Et on s'aperçoit que la priorité des publics n'est pas toujours la priorité de ce que les professionnels ont pu repérer. C'est pour ça que cette collaboration, nous, on la trouve très intéressante, parce que c'est se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va travailler ensemble et qu'est-ce qu'on va prioriser. Et peut-être juste pour compléter, parce que je renvoyais moi au groupe de l'essor, c'est oui, il y a le choix du sujet qui va répondre à un besoin, mais par rapport à cette question de la légitimité, Maëva disait, on n'est pas des médecins. Et donc, c'est pas tant le thème et le contenu, mais c'est le comment, en fait. Quel va être notre port d'entrée et quelle est, nous, notre légitimité, parce que ce sont des sujets, en fait, de la vie. On va accompagner les personnes et finalement, bah, comment le prendre en considération à notre manière, effectivement, sans qu'on soit médecin, sans qu'on soit dans un format d'expertise ou de conférence, mais à notre manière, effectivement, pour renforcer le pouvoir d'agir et les environnements favorables. Et puis peut-être, effectivement, bah, dans certains cas, je pense que ça a été illustré aussi dans le cas de la DIAP, bah, d'aller chercher des compétences d'autres partenaires quand il y a besoin, effectivement, d'un soutien. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas monter des vidéos, par exemple, bah, peut-être qu'on ira chercher, s'il y a besoin, quelqu'un qui sait monter des vidéos pour accompagner une équipe projet. Il est midi 28, je me fais un peu mettre du temps en même temps, mais Oui. nous-mêmes Oui, c'est vrai. dépassés. Peut-être on peut aborder la phase de conclusion, Sylvie? Du coup, oui, on va tout de suite conclure, même si on s'est resté beaucoup plus longtemps avec vous. Donc, pour conclure, moi, j'ai aussi envie de remercier toute l'équipe déjà
promotion santé qui s'est mobilisée. Ben, je pense à Julie, Caroline, David, Laura, Wendy, Lindsay, Gaëlle, Céline et aussi un sacré clin d'œil à Alicia qui est assistante de direction à APF France Handicap et qui a travaillé avec nous pour la mise en place de la plaquette et du web binaire. Donc, ben, ce qu'on espère, c'est que notre proposition de démarche et de collaboration avec vous se poursuivra avec de belles réalisations. Et puis pour cela, ben, vous n'hésitez pas à nous recontacter. Vous avez la plaquette avec avec nos coordonnées, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Wendy, dans quelques jours, va vous adresser à Geniali. C'est un outil en ligne qui permet de présenter des ressources individuelles, des ressources interactives. Donc, ça, vous le recevrez dans les prochains jours. N'hésitez pas aussi à venir visiter nos antennes si vous ne nous connaissez pas. Ce sera un plaisir de vous accueillir. Et comme l'a souligné tout à l'heure Julie, vous allez recevoir, je ne sais pas si l'enquête est partie, comment ça se passe, mais vous allez recevoir là maintenant, dans les secondes qui suivent, une enquête à remplir. Donc, merci à tous, très belle journée. Julie, tu veux peut-être compléter quelque chose pour l'enquête ou pour le sondage plutôt, d'ailleurs? Oui, restez avec nous encore quelques minutes, hein, ça va vous prendre 2-3 minutes, mais ça nous aidera pour savoir ce que vous avez pensé du webinaire et puis pour envisager la suite avec vous. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir tous les documents, que ce soit le support d'intervention, le lien vers le webinaire enregistré, ainsi que la plaquette avec toutes nos coordonnées pour la suite. Nous sommes désolés, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions. 1 heure et demie, c'est court. Mais il ne faut pas hésiter hein, à revenir vers nous pour échanger, Caroline, Sylvie, moi, ou vers les collègues chargés de projet des autres départements qui pourront aussi vous renseigner. Et je laisse notre collègue Laura donc vous mettre le sondage et on vous remercie. On remercie les intervenants, l'essor et la DIAP chaleureusement pour leur présentation. C'est un exercice qui est pas simple, donc merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tout le monde. Et à bientôt pour accompagner vos projets. À bientôt. Pour l'aspect technique, faut pas quitter, j'imagine. Faut pas quitter pour l'instant. Donc, en tout cas, nous, on ne quitte pas. Et puis vous, voilà, pour les participants, on vous invite à quitter une fois que vous aurez complété voilà, ce sondage qui vient de s'afficher. Ouais. Et puis sinon, quand vous voudrez nous quitter, vous avez la petite porte en bas à droite pour quitter le webinaire. Belle fin de journée à tous. Laura, tu peux peut-être arrêter l'enregistrement. Juste.